Donc ce soir, on a prévu de vous parler du sujet de l'autoconservation des gamètes. Donc pour cette conférence, il y a ma collègue Marie-Joëlle Gros qui est là, donc qui est bénévole de l'association à Paris, qui est aussi plein d'autres choses, journaliste, sophrologue, et elle a plein de cordes à son arc. De casquettes. Ou alors plein d'arcs. Et puis, il y a le professeur Greenberg qui est présent aussi donc, pour parler de ce sujet de l'autoconservation. Donc, l'autoconservation des gamètes, depuis le 2 août, avec le vote de la loi de la bioéthique, maintenant, il y a 2 volets. Donc, il y a le volet qui existait déjà avant de la conservation des gamètes pour préserver la fertilité. Et puis maintenant, il y a le volet de l'autoconservation par choix. Voilà, donc ce temps qui nous est donné là va nous permettre d'aborder les 2 sujets. Pour les personnes qui veulent poser des questions, donc surtout n'hésitez pas, c'est par écrit, en bas de l'écran. Maintenant, vous maîtrisez ça à merveille. Il y a un espace de discussion, de questions-réponses. Et puis, Marie-Joëlle posera les questions que vous aurez écrites. Alors, Monsieur Greenberg. Oui, Virginie, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Voilà, parce que tout ça, ça se passe quand même dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'infertilité. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, une semaine organisée par le collectif BAMP. On est ravis que Michael Greenberg soit là ce soir avec nous parce que ça fait les médecins, les professeurs de médecine qui acceptent de participer à nos conférences, évidemment, ça nous fait très très plaisir. Et puis ce sont toujours des voix qui comptent en fait pour faire partager de l'information et mieux faire comprendre aux gens qui nous regardent, à nos adhérents et au public au sens large, pourquoi c'est si important que ça en fait, les questions qu'on aborde au cours de ces conférences. Et si je peux me permettre juste de faire une petite incise sur l'autoconservation des ovocytes, c'est un droit qu'on demande depuis longtemps. C'est-à-dire c'est une question qui touche aussi à la liberté des femmes et qu'on a beaucoup essayé de faire avancer dans les débats. On a cru que ça ne serait pas si compliqué que ça, en fait, dans les discussions de la loi, de faire entendre cette demande. Ça a bien failli capoter, parce qu'il y avait un certain nombre de sénateurs, notamment, qui étaient très opposés à l'autoconservation des ovocytes, à ce nouveau droit pour les femmes, que certains peuvent voir comme le 3e volet d'un triptyque, qui serait droit à l'IVG, contraception et autoconservation des ovocytes. Et puis finalement, c'est passé. Pas si simplement que ça, mais on est très heureuse en fait que ce nouveau droit soit ouvert pour les femmes. Voilà. Tout à fait. Monsieur Greenberg, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous parler déjà vous présenter, parce que j'ai juste dit votre nom et votre profil. Bon, bonjour à tous. Merci Virginie, merci à toutes. Et bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Vous voyez, je suis dans une voiture, hein, donc un peu insolite, mais donc je vais vous parler un peu de la congélation d'ovocytes. Moi, je suis chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Béclair et à l'hôpital Jean Verdier, donc deux hôpitaux de CHU en Île-de-France. Et ça fait assez longtemps que je travaille sur la congélation d'ovocytes, alors initialement médicale et depuis peu sociétale. Alors, la congélation d'ovocytes, en fait, elle est dans le champ de la médecine de la reproduction, elle est relativement récente, parce qu'en fait, elle s'est développée avec la volonté de préserver la fertilité des femmes, notamment les femmes qui avaient des maladies, et principalement des cancers, dont on sait que la chimiothérapie, la radiothérapie vont altérer le potentiel ovarien de ces femmes et donc faire vieillir artificiellement les ovaires avec des risques d'être ménopausées pour ces jeunes femmes qui subissaient des chimiothérapies, risque de ménopause ou risque d'altération du capital des ovules, parce que vous savez que chez la femme, malheureusement, on peut dire, le stock d'ovules ne se refait pas, contrairement à l'homme. Il est fixé à la naissance. Et quand bien même une femme subit de la chimiothérapie à un moment de sa vie, eh bien, les ovules
s'il y en a qui arrivent à résister et à permettre à cette femme de reprendre des cycles, on sait que ces ovules ont été quand même un petit peu endommagés et donc vont être à risque de ne pas pouvoir donner aussi facilement que ça des grossesses pour les femmes qui se projetaient dans une maternité à l'issue de leur guérison. Alors, donc ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais c'est vrai que c'est l'avènement de la congélation d'ovocytes, on va dire, avec l'apparition de la vitrification, parce que c'est la vitrification qui est une technique spécifique de congélation. Pendant longtemps, on a fait de la congélation lente, qui marchait très mal. Et c'est vraiment à partir de 2009-2011 que ça s'est véritablement lancé. Donc, vous voyez que ça fait une bonne dizaine d'années. C'est pas énorme dans le temps médical et dans le temps humain, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est les progrès de la congélation qui ont lancé vraiment définitivement cette congélation d'ovocytes. Alors, il faut savoir pourquoi ça a été si long à se développer, alors qu'on sait congeler des embryons depuis plus de 30 ans. Eh bien, parce que l'ovocyte, l'ovule, est une cellule qui est la cellule la plus volumineuse de l'organisme, l'ovule mature, celui que la femme produit chaque mois. C'est la cellule la plus volumineuse de l'organisme et elle a un contenu liquidien, on va dire un contenu aqueux, qui est important. Et avec les techniques de congélation qu'on avait avant l'apparition de la vitrification, eh ben, la descente en température très lente faisait qu'il y avait la formation de cristaux à l'intérieur de cette cellule, cristaux qui, au moment du processus de congélation et de décongélation, altéraient les chromosomes. Et c'est pour ça que ça marchait très mal. Et donc, l'avènement de la vitrification, qui est une congélation ultra rapide, permet de figer en une fraction de seconde ce qui se passe dans cet ovocyte et donc de permettre de ne pas avoir les lésions qu'on avait au moment du process de congélation-décongélation. Alors oui, la congélation, la préservation de la fertilité, c'est initialement développé pour les femmes qui avaient des cancers. Et puis elle s'est expandue rapidement vers d'autres champs d'application. Ça a été toutes les pathologies dont l'histoire naturelle ou les traitements pouvaient être à risque pour la fertilité. Alors c'était la loi jusqu'à il y a peu, jusqu'à nos nouvelles lois de bioéthique qui ont permis de dire bon bah maintenant toutes les femmes sous couvert de limite d'âge, on y reviendra, peuvent congeler leurs ovocytes. Eh bien jusque-là, c'était toutes les femmes, on va dire jusqu'à 40 ans, même s'il n'y avait pas de limite d'âge réellement mentionnée dans la loi, quand il y avait une pathologie médicale qui pouvait endommager la fertilité par son histoire naturelle ou ses traitements, pouvait relever de l'indication d'une préservation de la fertilité et donc d'une congélation d'ovocytes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire un champ finalement très très vaste. Ce sont les femmes qui avaient des traitements toxiques pour des maladies auto-immunes, des lupus, des choses comme ça. Ça a été des femmes qui avaient après des pathologies gynécologiques avec des chirurgies de kystes à répétition où on sait que la chirurgie pouvait endommager le stock d'ovules. Et on a eu aussi l'endométriose. Et l'endométriose qui a commencé finalement à faire basculer un peu dans un champ un peu sombre cette congélation d'ovocytes parce que finalement, on a commencé à ne plus arrêter de se prendre la tête sur qu'est-ce qui était médical ou qu'est-ce qui ne l'était pas. Parce que l'endométriose, par exemple, ou les diminutions dites de réserve ovarienne, ces femmes chez qui on fait des tests à un moment de leur vie et dont on s'aperçoit que le reflet indirect du stock d'ovules que représentent ces tests pouvait être un petit peu en dessous de la normale, pouvait relever donc d'une éventuelle indication de congélation d'ovocytes. C'est très compliqué parce que on sait très bien que l'endométriose, la majorité des femmes avec endométriose ne seront pas infertiles, même s'il y a un lien entre infertilité et endométriose. On sait très bien que la majorité des femmes avec des diminutions de la réserve ovarienne, a fortiori si ces femmes sont jeunes, n'auront jamais de problème de fertilité, puisque ces marqueurs de réserve ovarienne ne sont pas des problèmes de fertilité. Et donc, on a commencé à chaque fois à devoir se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment du médical, de pas du médical. Et ce qui a permis de faire de la congélation dans des conditions et dans des indications, on va dire, border depuis déjà pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'on est assez content que finalement cette loi
soit arrivé pour permettre finalement à toutes les femmes de 29 à 36 ans et 364 jours de pouvoir bénéficier de cette congélation d'ovocytes si elles le veulent. C'est donc effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, un droit pour ces femmes de pouvoir en quelque sorte reprendre le contrôle d'une baisse inéluctable liée à l'âge de leur fertilité, de se dire qu'elles pouvaient essayer de figer le temps pour ne pas que ces ovules subissent l'épreuve du temps si elles ne sont pas prêtes ou si elles n'avaient pas le projet au moment, dans le bon timing, on va dire, dans la bonne fenêtre de fertilité pour faire leurs enfants. Et donc, c'est là que ça devient très, très intéressant. Et donc, il faut revenir parce que du coup, pour les médecins, ça fait une information qui est un petit peu différente de l'information qui était prodiguée aux femmes qui venaient nous voir pour des cancers. Faut se remettre dans la condition des femmes avec cancer. C'est des femmes chez qui on annonce une pathologie et qui se projettent dans des idées un peu de mort liées au cancer. Et puis en même temps, dans une fenêtre de temps très courte, parce qu'il fallait que ce soit fait avant le début de la chimiothérapie, on leur proposait éventuellement de tenter de congeler des ovocytes. On avait très peu de possibilités de le faire. On le faisait, c'était un cycle de stimulation, exceptionnellement 2, avec un nombre limité d'ovocytes qui étaient récupérés. Et ces femmes-là acceptaient finalement très souvent de recourir à ces congélations d'ovocytes. Pourquoi ? Parce qu'en gros, elles savaient que leur fertilité allait être considérablement endommagée par la chimiothérapie. Dans la préservation de la fertilité sans motif médical, la problématique est autre. La problématique, en fait, on fait exactement la même procédure, c'est-à-dire qu'il va falloir s'injecter des hormones pendant 10 à 15 jours et prélever les ovocytes. C'est une procédure médicale à part entière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il faut en avoir conscience. C'est des femmes qui vont rentrer dans des procédures médicales pour quelque chose qui n'est pas vital, c'est pas indispensable. On ne meurt pas si on ne congèle pas d'ovocytes, en se projetant dans une éventuelle future infertilité, qui est bien entendu absolument pas certaine. La majorité d'ailleurs de ces femmes qui auront congelé et qui vont congeler auront leurs enfants tout à fait naturellement. Et surtout, malheureusement, quelque chose qui n'est pas une garantie de succès. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer que sur la congélation d'ovocytes. Et donc, il faut sans doute une réflexion qui soit peut-être un petit peu plus profonde que celle qu'elle n'est pour les femmes qui étaient atteintes de cancer, qui se disaient, moi, de toute façon, foutu pour foutu, je le fais parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la situation où de toute façon, j'aurai aucune chance. J'ai pas le choix. J'ai le cancer qui me tombe dessus, j'ai les traitements, je vais devoir les subir. Si je veux guérir, il faut que j'ai de la chimiothérapie. La chimiothérapie va altérer mes ovocytes. Donc, si je congèle pas, eh bien, ça voudra dire qu'on m'orientera d'emblée vers le don d'ovocytes et point barre. Alors, certaines l'acceptaient, mais celles qui voulaient pas l'accepter prenaient l'option éventuelle de congeler. Dans l'autoconservation sans motif médical, on va être dans une situation un petit peu différente puisqu'il n'y a pas cette épée de Damoclès qui tombe très rapidement, le coup près de la chimiothérapie. Donc là, il va y avoir une réflexion sur est-ce que je me lance vraiment dans un projet comme ça ? Et c'est là que on commence à voir des femmes qui viennent nous voir avec, alors qu'elles sont en couple depuis un certain temps, qu'elles se tâtent un peu parce qu'elles ont un projet qui est déjà là, mais ils se demandent, elles ont 35-36 ans, et elles se disent, ouais, mais je veux peut-être gagner encore un an, mais je suis en couple, on n'est pas complètement prêt. Mais là, je suis pas sûr que ce soit une très bonne option pour le coup. Donc, je pense qu'il faut quand même le réfléchir et le penser un peu et ne pas aller le faire largamanu n'importe comment, même si c'est un droit et même si c'est très important. Alors, pourquoi je disais que c'était pas des garanties et pourquoi je disais que c'était des procédures médicales ? Procédure médicale, qui dit procédure médicale dit risque médicaux potentiel. En effet, quand on congèle les ovules, on va s'injecter des hormones à forte dose pendant 10-12 jours parce que l'objectif, c'est exactement de faire des traitements de fécondation in vitro, c'est exactement la même chose, hein, c'est les mêmes traitements, sauf qu'on ne met pas tout de suite à féconder, on les mettra si on est amené à les utiliser, à féconder au moment de la décongélation. Mais donc, on va stimuler très fort et on va avoir des contrôles tous les 2-3 jours de prise de sang et d'échographie et à la fin, une ponction au bloc opératoire. Donc, tout ça peut se compliquer. C'est quoi les complications ? Les injections d'hormones, ça peut donner
rarement, mais ça arrive, des phlébites, des embolies pulmonaires. La ponction au bloc opératoire, ça peut se compliquer comme toute chirurgie d'une hémorragie où on peut être amené à devoir ouvrir le ventre et transfuser. C'est rare, mais ça arrive. On peut même perdre un ovaire sur un abcès ou une torsion de l'ovaire. Donc finalement, on aura des ovocytes de côté, mais on aura la moitié du stock qui aura été perdu en perdant un ovaire. Donc même si c'est rare, il faut l'avoir entendu parce que, encore une fois, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas obligatoire et surtout, ce n'est pas une garantie de succès. C'est quoi les chances? Eh ben, ce qu'on sait, c'est que on a des stats à peu près sur une quinzaine d'ovocytes. Mais schématiquement, plus il y en a, plus il y a de chances. C'est mathématique. Chaque ovocyte congelé a ses propres chances de pouvoir donner une grossesse et un enfant sans qu'on le sache au moment où on a congelé. On ne connaît pas la qualité des ovules qu'on congèle. On n'a aucun marqueur de cette qualité. Et c'est une des vraies limites. C'est une des limites d'ailleurs du quand s'arrêter. Quand est-ce que je m'arrête? Est-ce qu'à un moment je peux être sûr d'avoir un enfant? Malheureusement non. Et même si j'en ai 50, je ne pourrai jamais être certain qu'il y aura une certitude d'avoir un enfant. Aujourd'hui, les stats qu'on a, c'est des stats pour un enfant. Une naissance, un enfant. On sait que 15 ovocytes avant 35 ans, en gros, vont donner à peu près 70% de chances d'avoir un enfant. Et on est à peu près stable, qu'on soit entre 30, 32, 35, c'est à peu près similaire. Là où ça va se compliquer, c'est après 35 ans. Et il se trouve que c'est la majorité des demandes qu'on a aujourd'hui. 15 ovocytes congelés à 38 ans, à 37, 38 ans, ça va être à peu près 30% de chances d'avoir un enfant. À 39 ans, ça va être entre 15 et 20%. Et à 40 ans, ça va être entre 5 et 10%. Donc très, très faible. Avec 15 ovocytes. On sait que s'il y a plus d'ovocytes, il y a plus de chances. Mais il y a un moment, il va falloir aussi se poser la question du jusqu'où on va, parce que la loi ne le stipule pas. Combien de stimulations on peut faire? Combien d'ovocytes on peut congeler? La loi ne met pas de barrière là-dessus. Donc, on n'en sait rien. Un médecin peut décider de faire 10 stimulations si la femme le veut ou à la demande de la patiente et congeler 80 ovocytes en 10 stimulations. Il y a aucune... Je me permets de vous couper. Qu'est-ce qu'elle propose, la loi, réellement? Est-ce qu'on peut résumer? La loi, elle propose maintenant tout simplement de pouvoir congeler des ovocytes, de pouvoir congeler des ovocytes si on le veut, entre 29 et juste avant l'âge de 37 ans, sans nombre spécifié, sans nombre de cycles et sans nombre d'ovocytes stockés. Donc ça pour toutes les femmes. Ce qui est quand même, je trouve, à nouveau un élément qui montre que cette loi, elle n'a pas été réfléchie. Parce que si on avait pu réfléchir à tout ça avant, il y a bien des limites sur 4 FIV et 6 inséminations. Et là, c'est vrai, il n'y a pas j'en prends conscience aujourd'hui, en fait, quand vous l'expliquez. Mais pourtant, on a travaillé sur cette loi pendant 3 ans. Et, En fait, si on reprend et on va un peu plus au-delà de la congélation d'ovocytes, toute cette loi, on a l'impression que là où elle aurait dû passer pour correspondre à une promesse de campagne du candidat Macron, elle aurait dû passer dès le début du mandat. On aurait pu la réfléchir, on aurait pu préparer les moyens et préparer les centres à l'arrivée de cette loi. Et en fait, on s'aperçoit que ça passe en fin de mandat alors qu'il est déjà finalement en campagne et pour répondre finalement de manière favorable à ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Mais le problème, c'est que tout arrive et tout nous tombe dessus à l'arrache, sans vraie réflexion. Et on se retrouve, mais vraiment dans des situations très compliquées, parce qu'on est assailli de demandes, les moyens n'ont pas été pensés, et elle n'a pas été effectivement, elle n'a pas été correctement pensée, cette loi, parce que c'est fait à la va-vite, finalement. Est-ce que vous pouvez raconter, justement, quand vous dites on est assailli de demandes, comment ça se manifeste? Alors, ça se manifeste, alors après, ça dépend des centres. Nous, les centres où je suis, on fonctionne avec des systèmes de questionnaires où on libère chaque mois un certain nombre de questionnaires pour que les femmes puissent faire la demande et se porter candidate. Et en gros, je libère 100 questionnaires pour la congélation d'ovocytes tous les mois depuis le passage de la loi. Et en une journée, toutes les demandes sont faites. En fait, il y a une demande, il y a une file active de patientes qui est énorme. Et là où
où on parle beaucoup de la PMA pour toutes et qu'elle prend du temps, oui, elle va prendre un peu de temps, mais ça va rien être à côté de la congélation d'ovocytes. La congélation d'ovocytes, déjà, c'est pas one shot, c'est au minimum 2 cycles pour avoir 15 ovules pour l'immense majorité des patientes. C'est des demandes de femmes qui attendent ça depuis longtemps, donc elles sont très, très revendicatrices par rapport à ça. Elles sont dans une lutte contre le temps, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement, la majorité des demandes, c'est des femmes qui ont plus de 35 ans, et voire plus de 37 alors qu'elles sont pas éligibles pour la loi, et elles sont très très agacées du fait qu'on puisse pas leur répondre très rapidement favorablement parce que déjà on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Justement, une question là qui vient d'arriver, je rebondis directement sur ce que vous êtes en train de dire. Une question de Noélie qui nous dit « Bonjour, j'aurai 37 ans ce mois-ci. J'ai pris rendez-vous avec vos services pour un premier rendez-vous en janvier 2022. Je pensais que le dispositif était ouvert aux femmes jusqu'aux 37 ans révolus. Or, j'ai l'impression que non. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît ?» Non, a priori, c'est jusqu'à 37 ans et elle va sortir du cadre de ce qu'on peut faire. Mais le problème, c'est que avec les délais qu'on va avoir au-delà de ce cas particulier, on sait il va falloir que beaucoup de femmes qui vont dépasser les 37, si on y arrive, mais on doit pouvoir y arriver, à aller trouver des motifs médicaux pour pouvoir le faire. C'est idiot, mais où elle est mal pensée, cette loi, c'est qu'ils auraient dû mettre une limite supérieure pour tout le monde, pour le médical et le sociétal, pour pas commencer à faire de la discrimination. Parce qu'il n'y a pas d'âge limite pour le sociétal. Alors, les centres ont fait du 38-40 ans en fonction des centres, mais le problème, c'est que aujourd'hui, toutes les femmes qui vont dépasser les 37, on va leur dire qu'il va falloir faire ça. Si elles n'ont pas le motif sociétal, si elles n'ont pas un problème médical, faudra essayer de les faire rentrer dans un système pour qu'elles médical ou pseudo-médical. C'est nul. Encore une fois, la loi est mal pensée, a été faite à la va-vite, et maintenant on se retrouve à devoir, on va devoir essayer de faire comme ce qui avait été fait. Ce qui était fait avant, essayer de rechercher s'il n'y a pas une petite endométriose pour justifier, une petite altération des paramètres de réserve. Mais sincèrement, c'est nul de devoir en arriver à essayer de chercher des petits trucs pour pouvoir permettre à ces femmes de congeler des ovocytes. C'est nul. Et en sachant médicalement, pour nous, c'est nul. Oui. Et en sachant que vous êtes quand même un professionnel engagé depuis longtemps sur ce sujet-là, et que vous n'êtes pas non plus représentatif de l'ensemble de la profession. En plus. Et il y a déjà, sur les problématiques de préservation médicale, il y a déjà beaucoup de barrières dans certains centres ou auprès de certains professionnels. Donc, ça c'est vrai que tous les centres n'ont pas la même politique, et je crois que c'est ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que à partir du moment où on a un nombre très limité de centres qui peuvent pouvoir réaliser cette congélation d'ovocytes, on a un nombre c'est aujourd'hui les centres publics ou les centres privés à but non lucratif, quand ils auront la possibilité de commencer à en faire la demande. Pour l'instant, ils sont en train de faire les demandes auprès des ARS. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, il y a un accord de principe pour les centres qui faisaient déjà de la préservation de la fertilité pour motif médical. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à en faire, mais qu'on n'est pas encore avec tous les centres à plein régime. Ils ont refusé que les centres privés à but lucratif puissent le faire. Et du coup, c'est une vraie limite, parce que aujourd'hui, la PMA, on sait très bien qu'il y a déjà des centres, et notamment les centres publics qui ont beaucoup de demandes, qui peuvent se permettre de faire des choix sur les patientes qui traitent. Et on sait que la moyenne d'âge des patientes dans le public, prise en charge en FIV, est moins importante que dans les centres privés. Fort heureusement pour les couples qui le veulent, ils peuvent avoir accès aux centres privés s'ils veulent aller faire des PMA, des traitements de leur infertilité à l'âge de 40, 41 ans, 42 ans, là où beaucoup de centres publics les refusent. Et heureusement pour eux, parce que c'est un droit, ils peuvent trouver des professionnels pour accepter de leur faire. Le truc, c'est que dans la congélation d'ovocytes, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Si les centres raisonnent en statistiques, eh bien, effectivement, à partir même pour le motif médical, à partir de 38 ans, il y en a qui arrêtaient,
alors qu'ils les auraient prises en charge pour de l'infertilité, ils vont leur dire pour une congélation d'ovocytes, je vous prends pas en charge. Et ces femmes-là n'ont pas de possibilité de se retourner vers des centres qui seraient moins regardants des statistiques et de pouvoir le faire. Donc, ce qui existe aujourd'hui, le fait d'avoir un backup quand on est pris en charge en infertilité, on n'a pas ce backup en préservation de la fertilité, et c'est au bon vouloir des centres. Et si un centre public, et en général quand on est au niveau régional, il n'y a qu'un centre, un seul séco, c'est un centre public qui le fait, on n'a pas d'autre possibilité que de éventuellement aller commencer à changer de région pour essayer de trouver un centre un peu plus souple. Et ça, c'est déjà pas tout à fait normal, et c'est quand même très très compliqué pour les patientes. Parce que si la clinique d'en face du CHU avec le sécos pouvait faire cette congélation d'ovocytes, même en acceptant de le faire avec des chances moins importantes, les femmes n'auraient pas à commencer à chercher ou à trouver qu'il y a des choses qui sont totalement inégalitaires. Une question là d'Aurélie, une femme donc, qui nous écoute. Question en lien avec les femmes souffrant d'insuffisance ovarienne précoce. Quelles sont les avancées pour congeler les ovocytes de femmes souffrant d'IOP ? Aujourd'hui, on les dirige vers le don d'ovocytes comme si la stimulation et la congélation n'avaient strictement aucune chance de marcher, même pour des femmes de moins de 35 ans. Alors, c'est 2 points. Le premier point, c'est la notion d'IOP, que beaucoup de médecins ne respectent d'ailleurs pas. L'insuffisance ovarienne prématurée, elle a une définition. C'est ce qu'on appelait, entre guillemets, avant, la ménopause précoce. C'est des femmes qui n'ont plus de cycle. OK ? Donc, quand je passe mon temps à voir des femmes en consultation qui ont des cycles réguliers, avec des paramètres de réserve ovarienne altérés, venir me voir en me disant mon médecin m'a dit que j'étais en IOP. Non, elles ne sont pas en IOP. Elles ont des paramètres de réserve ovarienne qui sont certes un petit peu plus bas ou franchement plus bas, mais ce n'est pas de l'insuffisance ovarienne à proprement parler. C'est des femmes qui peuvent, d'ailleurs, beaucoup d'entre elles, tant qu'elles ont des règles, ont leurs enfants naturellement. Alors, le fait est que la congélation d'ovocytes, dans ce contexte-là, malheureusement, elle reste compliquée. Pourquoi ? Parce que la congélation d'ovocytes, elle dépend de la stimulation ovarienne. Ces femmes qui ont des paramètres dits de réserve ovarienne bas, ça prédit quoi cette réserve ovarienne ? Pas grand-chose en termes de fertilité. C'est ce que je vous disais, la majorité arrive à avoir leurs enfants naturellement. Mais un certain nombre de ces femmes vont, quand elles vont avoir besoin de traitement d'infertilité ou vont vouloir congeler des ovocytes, vont devoir subir une stimulation ovarienne. Or, des paramètres de réserve ovarienne bas attestent du fait qu'elles vont très mal répondre à la stimulation ovarienne. Et le problème, c'est que pour la congélation d'ovocytes, c'est ce que je vous disais dès le début, plus il y en a, plus il y a de chance. Donc en fait, ces femmes-là sont souvent des mauvaises candidates à la congélation. Alors, si elles ont moins de 35 ans, la qualité des ovules sera sûrement meilleure que celle d'une femme à réserve ovarienne équivalente si elle a 38 ans. Mais quand même, si on se dit qu'il faut avoir 15 ovocytes récupérés à la fin, pour donner un peu de chance à ces femmes-là, si c'est pour les produire 2 par 2, ça n'a sûrement pas grand intérêt et la balance bénéfice-risque de la stimulation, elle est sûrement pas favorable. Donc, c'est pas une punition de ces femmes-là de leur dire on ne vous prend pas en charge, on ne vous met pas dans des protocoles de congélation d'ovocytes. C'est que la balance bénéfice-risque n'est pas favorable et ce ne sont sans doute pas des bonnes candidates à ça. Il faut quand même se rappeler que d'une manière générale, la congélation d'ovocytes n'est à la fin qu'une étape éventuelle pour des femmes qui seraient orientées vers le don d'ovocytes. C'est un espèce de joker pour ces femmes à qui on pourrait dire bon voilà, elles viennent nous voir pour une infertilité ou elles viennent nous voir à un moment, elles veulent utiliser à un certain âge, elles veulent essayer d'avoir un enfant. Et plutôt que de s'entendre dire non madame, malheureusement votre fonction ovarienne n'est plus suffisante ou je ne sais quoi, et là elles peuvent aller vers le don d'ovocytes, là elles peuvent sortir un joker en disant avant le don d'ovocytes, j'ai une carte à jouer avec des ovocytes congelés. Encore une fois, c'est pas des garanties, et le fait que ce soit pas des garanties d'ailleurs doit faire prendre sûrement au sens fait sûrement que le terme de préservation de la fertilité n'est pas le bon. Parce qu'on espère, les médecins et les patientes espèrent préserver leur fertilité, mais malheureusement, pour la majorité, a fortiori si elles congèlent à un âge un peu tard, on ne va pas du tout préserver leur fertilité. On aura congelé des ovocytes, mais malheureusement, on n'aura pas préservé leur fertilité parce que ça n'aura pas marché. Et c'est des femmes qui finiront très souvent
si elles veulent toujours un enfant en don d'ovocytes, si elles l'acceptent. Justement, on a fait une visioconférence il y a deux jours avec le CHU de Grenoble. Et il y avait une de vos consoeurs qui disait, moi, je ne parle pas de préservation de la fertilité, je parle de conservation des gamètes. Parce qu'elle dit, on va conserver des gamètes, mais on n'a aucune garantie de la fertilité, parce qu'en plus, c'est différents paramètres. C'est OK, les gamètes, mais c'est aussi l'utérus, c'est aussi la rencontre entre l'utérus et les gamètes, c'est aussi les paramètres hormonaux et tout ça. Donc, elle dit maintenant, c'est fini. Il ne faut pas utiliser le mot préservation de la fertilité, parce que c'est pas la réalité. Et je trouvais que cette notion-là était très intéressante, parce que c'est vrai qu'on utilise comme ça à tort des mots et qui induisent après des demandes, induisent un comportement et induisent de la frustration quand on nous dit tout ce que vous nous dites. Et je trouve que c'est vraiment important de travailler sur les mots. Sur la sémantique, sur la terminologie. En fait, on avait écrit un article scientifique là-dessus sur ce problème de terminologie. Il y a de ça deux ans et demi maintenant, pour demander l'arrêt de l'utilisation de ce terme-là, parce qu'il il est sûrement pas approprié. Et c'est très étonnant, parce que pour les hommes, on n'a jamais parlé de préservation de la fertilité quand ils congèlent leurs spermatozoïdes. On a toujours parlé d'autoconservation de sperme ou de congélation de sperme. Enfin, on s'est jamais aventuré à aller aussi loin dans la positivité, même si on espère tous pour eux. Malheureusement, ce sera trop souvent peu le cas. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer d'utiliser cette terminologie si possible, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la mise en application de la loi? C'est-à-dire, elle a été votée au mois d'août, adoptée, donc voilà, les décrets d'application sont en cours de rédaction, certains publiés. Vous nous parlez de ce qui se passe donc dans votre centre à Béclair. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est en fait de la réalité de l'autoconservation, l'autoconservation des gamètes, du coup, appelons ça comme ça. On a cru comprendre hier dans une visio qu'en fait, c'était pas encore effectif. Non, c'est ça. En théorie, ça ne l'est pas. En théorie, ça ne l'est pas. C'est que les centres qui faisaient déjà de la préservation médicale par principe, peuvent engager le processus. Peuvent commencer à engager le process, ouais. Mais que les autres, il faut qu'ils attendent le décret et le. Ouais. Voilà. Enfin, ils peuvent engager. Normalement, non. En théorie, on peut pas. On sera dans ceux qui pourront le lancer sans avoir à attendre un accord. Ah oui, on a un accord de principe de pouvoir le faire. Mais pour l'instant, tout ce qui a trait à la congélation d'ovocytes, a priori, c'est plutôt pour 2022. Voilà, c'est ça. En fait, pour être très clair pour les gens qui nous écoutent ou qui nous réécouteront en replay, pour l'instant, ça n'existe pas. Il faut attendre 2022. Bon, après, certains centres ont commencé à le faire, de fait, avec des motifs médicaux ou pas d'ailleurs, mais certains ont commencé à prendre un peu d'avance. Mais c'est vrai que cette situation-là, ça crée toujours un espèce de flou et donc ça maintient. Mais la loi est totalement floue. Floue. Ça, je sais. Non, mais les gens ne le savent pas. Ouais. Oui, mais nous-mêmes, c'est pas clair en fait. Même pour nous, c'est pas clair. Mais oui, mais nous, on a passé 3 ans à essayer d'obtenir que justement les centres privés puissent faire de l'autoconservation et du don de gamètes, d'informer, de dire quelle était la réalité du terrain, mais les politiques, dans leur ensemble, en fait, ont été complètement sourds, ils ne voulaient pas entendre, ils ne comprenaient pas qu'on essayait de leur dire il y a un décalage énorme entre ce que vous imaginez et la réalité du terrain, et les propositions que vous faites ne correspondent pas aux besoins énoncés à la fois par les professionnels et les patients, et donc c'est pour ça qu'on est... Mais bon. On va pas refaire la loi de toute façon, mais non, on la fera pas, mais c'est un vrai souci, ouais. Non, mais c'est un vrai souci. Je voudrais qu'on revienne en fait sur un point parce que je crois qu'on a un message peut-être pédagogique à faire passer aux gens. Une partie du public déjà ne sait pas où on en est de la loi. Est-ce qu'elle a été votée? Est-ce qu'elle n'est pas déjà votée? Non, la loi. La loi a été votée, c'est un fait. Mais
elle ouvre donc la PMA à de nouveaux publics. Dans cet ensemble-là, il y a la partie autoconservation des ovocytes. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que par rapport à la demande sociétale qui était là, les gens comprennent bien en fait la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, mais non, mais clairement non. Mais non, mais de toute façon, les gens sont pas au fait de comment se passent les lois. De toute façon, on le voit bien. Et quand la loi a commencé à être discutée et que on en a parlé dans les journaux, les gens nous appelaient déjà. Donc pensant que la loi était passée. Après, les gens ne savent pas non plus que pour qu'une loi puisse être mise en application, il faut un décret. Donc, quand on a entendu la loi est passée et votée, on savait plus quoi faire des appels téléphoniques. Les standards sautaient. Donc, et on leur disait, non, les décrets sont pas sortis. Donc, on voit le grand public, mais c'est normal, n'est pas au fait de tout ça. Mais nous-mêmes, en théorie, médecins, on n'est pas censé forcément être au fait de tout ça. Donc c'est je trouve, ça a été très très mal amené de toute façon, et on a l'impression aussi que, encore une fois, ça a été fait à la va-vite, et ils se sont pas rendus compte de la population, du nombre de patientes que ça représentait, en dépit de tout ce qu'on leur a dit, parce qu'on leur a dit dans tous les sens. Donc ils n'ont pas voulu l'entendre, et du coup, ils se sont dit peut-être, ou sans doute, soit ils se sont dit, on fait passer la loi, on s'en fout, et qu'ils se démerdent, au moins, on aura fait le job. Je pense que c'est ça, en l'occurrence. Effectivement, mais se démerder, c'est compliqué, parce que les demandes aujourd'hui, c'est les secrétaires qui doivent gérer les appels, c'est les patients qui se plaignent parce que les secrétaires sont pas joignables ou on répond pas à leurs mails rapidement, mais parce qu'il n'y a pas de moyens qui ont été donnés pour ça. Alors moi, j'ai pour avancer sur quelque chose de plus positif, je voudrais savoir comment la MIV, donc la maturation in vitro, comment elle se positionne dans cet ensemble d'autoconservation. Est-ce que c'est dans le package ou c'est à côté que vous avez permis la première naissance? Elle fait partie, au même titre, la MIV, la maturation des ovocytes au laboratoire. Alors, pour expliquer en 2 mots, ça va consister, d'habitude, on stimule des ovules partiellement immatures dans les ovaires pour les amener à maturité. Ce qui se passe pour un ovule tous les mois. Et là, on va essayer de le faire pour plusieurs avec des hormones qui sont administrées. Et certaines femmes qui ont des cancers ne pouvaient pas ou ne peuvent pas avoir d'injection d'hormones pendant 10-15 jours. Et ces femmes-là, on a essayé de chercher des alternatives thérapeutiques pour, entre guillemets, essayer de leur préserver leur fertilité. Et il y avait 2 stratégies. Il y avait la congélation de cortex ovarien, où on prélevait à la faveur d'une chirurgie, où on rentrait dans le ventre, on enlevait un ovaire en entier ou une partie d'un ovaire, et on congèle des petits fragments pour ensuite, quand la femme était guérie, lui regreffer ces fragments pour que ça reprenne une activité d'ovaire à minima. Et il y a une autre technique qui est la maturation des ovocytes in vitro, où en fait on prélève de la même manière qu'on le fait quand on fait une ponction de FIV ou pour une congélation d'ovocytes standard, par les voies naturelles, mais on prélève des ovocytes qui sont immatures sur des ovaires qui n'ont pas été stimulés. Et donc, ça permet de récolter des ovules immatures qu'on va faire maturer au laboratoire, et la moitié d'entre eux, en général, va arriver à la maturité, avec un potentiel moindre quand même que le potentiel d'un ovule après stimulation ovarienne. Donc ça, il faut le garder en tête, et à partir du moment où on garde ça en tête, ça veut dire que c'est une technique qui reste aujourd'hui pour les femmes qui n'ont en fait pas le choix. Quand il n'y a pas de possibilité de stimuler, parce que ça marche moins bien que la stimulation, les ovocytes sont moins bons, donc c'est vraiment, en général dans les situations de cancer, situation d'urgence où on n'a pas le temps de prendre 15 jours pour stimuler, elle est là la place de la MIV aujourd'hui, s'il doit y en avoir une. D'accord. Mais en tout cas, pas pour des femmes qui voudraient congeler leurs ovocytes sans motif médical, en se disant, parce que c'est quand même un peu l'ambiance actuelle, je veux pas trop d'hormones, et elles seront pas éligibles pour de la MIV, et il faut pas les rendre éligibles parce que elles vont aller au-delà d'énormes désillusions, parce que ça marchera trop mal. Il faut pas. Okay.
En gros, il faut garder la MIF quand on n'a pas le choix. D'accord. Une question pratico-pratique. Puisque l'autoconservation, qui donc dans le cadre de cette loi nouvellement votée, fait partie est un nouveau droit et a priori est prise en charge, est-ce qu'il y a un coût pour les patientes? Non, il n'y a pas de coût. Non, il n'y a pas de coût pour les patientes. Il n'y a pas de coût pour les patientes. Alors après, elles peuvent être suivies par des praticiens qui, quand elles viennent les voir en consultation, ont des dépassements d'honoraires, mais sinon, elle est prise en charge de toute façon. Le très gros est pris en charge. Il n'y a que la partie congélation de 45 € par an qui ne sont pas pris en charge par la Sécu. Quand on est sur du motif non médical. Sociétal. Pour le médical, c'est pris en charge. Okay. Bon, il faut dire que 45 € par an, c'est franchement pas grand-chose quand on se compare à ce qu'il peut y avoir à l'étranger. Alors, une dernière question, là peut-être, j'invite les gens qui nous regardent à envoyer les questions qui leur importent, parce que il nous reste quelques minutes encore. Mathilde qui demande un ovocyte dit mature, entre guillemets, c'est-à-dire on lui a dit peut-être, ou elle a entendu parler des ovocytes matures, mais donc pas un gage de qualité de cet ovocyte. Non. Aujourd'hui, les seuls ovocytes qui soient capables de résister au processus de congélation-décongélation sont les ovocytes matures. C'est pour ça qu'il n'y a que ceux-là qu'on congèle. Le problème, c'est qu'on ne connaît jamais la qualité d'un ovocyte, mais comme on ne connaît jamais la qualité d'un embryon, comme en fait, on n'a pas de marqueur de qualité en PMA d'une manière générale. Et comme aussi, les marqueurs de réserve ovarienne ne sont pas des marqueurs de qualité. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas aller croire tous ceux qui peuvent dire « je vous fais un test de fertilité ». Il n'y a pas de test de fertilité aujourd'hui. Ça n'existe pas. On ne fait pas un bilan de fertilité. On ne sait pas qui va être fertile ou pas. Donc, on n'a pas de marqueur pour dire que ça ne va pas marcher, sauf une femme qui n'a pas de trompe. Voilà, les trompes bouchées, ok, ça marchera pas. Mais de marqueurs de qualité qui font que ça peut marcher naturellement ou de manière médicalement assistée, on n'a pas ça. On n'a pas, ça n'existe pas. Donc, la qualité aujourd'hui, c'est l'âge de la femme et l'âge au moment où elle congèle ou au moment où sont prélevés les ovocytes. Et donc, c'est les statistiques que je vous donnais tout à l'heure. Okay. Malheureusement, on aimerait bien avoir ça. Parce que ça me permettrait, si j'avais un marqueur de qualité me disant qu'ils sont bons, je me dirais, OK, même si j'en ai 5, je m'arrête à 5 et puis c'est très bien. Je sais que ça va marcher. Oui, parce que même la proposition du DPIA, là, c'est une fois qu'on a obtenu des embryons, qu'on peut évaluer un potentiel implantatoire. En fait, il faut se rendre compte qu'à partir du moment où on va avoir 15 ovocytes congelés. Si on pousse on les décongèle, on va en perdre à la décongélation. On peut perdre, je sais pas, il y a 85 à 90% de résistance à la décongélation. Il y a, comme toujours, une partie de ceux-là qui vont pas être fécondés, une partie des embryons obtenus qui vont pas se développer, des embryons qui vont pas évoluer. Si on veut essayer de les amener jusqu'à J5, ce qui est préconisé aujourd'hui, je pense qu'avec 15 ovocytes, on va avoir en moyenne entre 3 et 4 embryons blastocystes J5 au maximum. Donc ça veut dire 4 chances. 4 chances vraiment. Okay, avec 15 ovocytes. Donc, et avec ces 4 chances, il y a les statistiques que je vous donnais, qui sont fonction de l'âge au moment où on a congelé. Mais vous voyez qu'il y a un phénomène d'entonnoir en fait à tous les niveaux, mais qui existe toujours en FIV, même en PMA standard. C'est toujours comme ça. Sauf que pour la congélation d'ovocytes, c'est pas parce qu'on en a 15 qu'il y aura 15 embryons, pas du tout, et 15 chances d'être enceinte, pas du tout. À la fin, c'est un nombre très limité d'embryons, malheureusement. Mais ça, justement, je trouve que c'est pas. Vous voyez, l'Agence de la biomédecine a édité un document sur l'autoconservation. Ouais. Et autant ils ont mis ce qui est dans la loi, c'est-à-dire l'âge limite, autant ils n'ont pas du tout mis de chiffres sur le taux, combien il faut d'ovocytes en moyenne pour obtenir éventuellement une grossesse, ni combien l'âge, quel est le pourcentage de grossesse en fonction de l'âge. Et donc, non.
Mais parce qu'il n'y a pas de il faut réellement aujourd'hui un nombre d'ovocytes. Et c'est le problème. On ne sait pas ce qu'il faut. On ne sait pas ce qu'il faut. Si on savait, on aimerait bien dire. Je vous ai donné des stats, je vous ai donné des stats globales tout à l'heure, mais plus il y en a, plus il y a de chance. Plus il y en a, plus il y a de chance. Donc, en général, quand même, ce qui est recommandé, c'est une quinzaine. C'est une quinzaine. D'accord. Okay. Donc, mais une quinzaine qui va donner plus ou moins de chance en fonction de l'âge. Mais c'est tout le souci. Si l'État, le législateur avait mis un nombre d'ovocytes ou un nombre de cycles maximum, ça aurait été beaucoup plus simple à dire. Ça aurait été beaucoup plus simple, même pour les informations aux patients. Vous n'êtes pas en train de conduire et de... Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je me fais conduire. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il se passe un... Non, mais de toute façon, Marie-Joëlle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions à ce stade. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Et nous, est-ce qu'on... Ah si, il y a une question qui arrive là en tout dernier. Non, je crois qu'on a tout lu là. D'accord, ok. Ah si, attends, excuse-moi, il y a une question, pardon. Si je comprends bien, l'AMH est une donnée qui permet de savoir si la femme va bien réagir à une stimulation. Ce n'est pas un indicateur de fertilité, point d'interrogation. L'AMH d'une femme peut-elle remonter? Alors, l'AMH, comme tous les autres marqueurs qu'on a, ce que je vous disais, est un marqueur imparfait. L'AMH ne sert qu'à une chose, c'est à prévoir comment une femme peut réagir à la stimulation et en fait ne sert qu'à éventuellement récuser une femme d'un processus de FIV, de stimulation ovarienne, que ce soit pour une FIV ou pour une congélation d'ovocytes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les femmes dites en insuffisance ovarienne. Donc ces femmes avec des diminutions sévères de la réserve ovarienne, même si elles sont jeunes, si on sait qu'elles ne vont pas répondre à la stimulation, il ne faut pas les prendre en charge. Et c'est à ça que va servir l'AMH, mais pour autant, ce n'est pas forcément des femmes qui n'auront pas d'enfants naturellement. Ce n'est pas un marqueur de qualité. Donc, c'est un marqueur qui doit servir à savoir qui peut être éligible, en fait, pour de la congélation ou pas, chez qui ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup parce que pour avoir une quinzaine d'ovocytes, il ne va pas falloir faire 10 stimulations. Ouais. En gros, il faut se dire qu'on doit faire en 2, 3, grand maximum 4 stimulations, qu'on doit avoir au moins une quinzaine d'ovocytes avec ça. Si on sait qu'on ne part pas là-dessus, il ne faut pas le faire. Bon, Marie-Joëlle, oui. On vous remercie de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de messages qu'on va continuer à faire passer sur ce sujet-là. Donc, il faut. Je remercie aussi les gens qui ont assisté à la vidéoconférence et puis donc elle sera disponible en replay. Et je vous remercie tous. Et Marie-Joëlle, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais qu'on remercie le laboratoire Gédéon Richter qui nous a permis d'avoir des moyens techniques qui ne plantent pas. À chaque fois, j'oublie. Voilà. C'était terrible. Voilà, on a des visios qui roulent, donc autant dire merci pour ça. Oui. Et puis, on a une autre visio qui commence à 19h sur le don de gamètes et la parentalité avec le don de gamètes, vivre et grandir quand on est issu du don de gamètes. Donc voilà, on continue la SSI avec d'autres conférences ce soir. Merci beaucoup, professeur. Merci. À la prochaine fois. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.